Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Tiffany a 29 ans, elle a fait du sport de haut niveau pendant 13 ans, plus précisément du short track, du patinage de vitesse sur glace. Elle a commencé le short track à l'âge de 9 ans avec sa sœur jumelle, un peu par hasard. Mais son rêve, c'était de devenir professeure des écoles. Elle n'avait jamais imaginé qu'une telle carrière de sportive de haut niveau l'attendait. En 2010, elle a 16 ans et elle est prise en équipe de France junior. Ça a été un tournant dans sa vie. À partir de ce moment-là, elle commence à s'entraîner comme une vraie sportive de haut niveau. 2 entraînements par jour, elle vivait pour ce sport, devenu sa passion. Pendant ces années, Tiffany s'est plus considérée comme une sportive que comme une femme. Un quotidien drivé par la discipline et l'amour pour ce sport. En 2018, elle participe à ses premiers Jeux Olympiques. Elle est ensuite devenue vice-championne d'Europe en 2019, sa plus grande fierté. Elles ont ensuite été, avec l'équipe féminine, championne d'Europe et vice-championne du monde, des moments très forts et historiques. Fin 2021, elle fait une dépression suite à une séparation, ce qui aura une répercussion considérable sur sa participation aux Jeux Olympiques de Pékin. Et puis un jour, ce qu'on peut redouter le plus arrive. Le 9 octobre 2022, la vie de Tiffany va basculer. Un jour de sélection pour les Coupes du Monde, Tiffany va avoir un accident qui bouleversera sa vie. Tout va très vite, elle chute, elle se retrouve allongée sur le sol, elle ne sent plus du tout son corps, elle ne peut plus bouger, il n'y a que ses yeux qui bougent. Il lui est aussi impossible de crier ou encore de pleurer. Elle espère que c'est un cauchemar, elle ferme les yeux, les ouvre à nouveau, mais elle réalise bien que c'est bel et bien la réalité. Elle comprend à ce moment-là la gravité de l'accident. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital et la dernière phrase qu'elle entend de la part du chirurgien avant d'être anesthésiée pour l'opération, c'est « Tu ne remarcheras probablement plus jamais ». Mais je vous laisse découvrir la folle histoire de Tiffany et son mental hors norme qui lui donnera la force de réaliser l'impossible. Salut Tiffany. Salut. Écoute Tiffany, on va la jouer toute transparence avec les auditrices, auditeurs. C'est la deuxième fois qu'on enregistre avec Tiffany parce qu'on a eu des petits bugs, mais là tout va bien. Et la première question que je vais poser, c'est comment tu vas aujourd'hui? Et Tiffany me dit, c'est un jour un peu particulier. Donc effectivement, on est le 9 octobre 2023. Tiffany, je te laisse un petit peu expliquer qu'est-ce que ça représente du coup, cette date qui est du coup hyper importante pour toi. C'est le jour où j'ai eu mon accident, donc le 9 octobre 2022. Il y a 1 an, jour pour jour, que je me suis retrouvée paralysée. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que te demander « Coucou, comment ça va Tiffany ?» C'était pas terrible comme entrée, donc je m'en excuse à nouveau. Non, il n'y a aucun problème. Merci, c'est sympa. Tiffany, du coup, je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui, donc je m'appelle Tiffany Huot-Marchand, j'ai 29 ans. J'ai fait du sport de haut niveau pendant 13 ans et donc j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Le short track, c'est du patinage de vitesse sur glace. Donc le but, c'est de passer la ligne d'arrivée en premier tout en faisant la course. Ok, donc ouais, c'est sacré sport quoi. Ouais. Tiffany, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à chaque début d'épisode, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est de comprendre un petit peu qui est mon invité, etc. et de revenir bien en arrière dans ta vie, donc quelques années en arrière, pour comprendre un peu qui tu es, ton parcours, ton histoire. Et évidemment, on en viendra à parler de l'événement qui a marqué ta vie. Est-ce que du coup, tu peux prendre un petit peu le point de départ de ton choix, Tiffany, qu'on comprenne un petit peu le parcours que tu as eu et pourquoi tu t'es lancée dans ce parcours professionnel ? Comme je le disais, j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans, donc totalement par hasard, puisque je faisais pas de sport en club. C'est ma voisine qui nous a initiés avec ma sœur jumelle au short track à la patinoire de Belfort. Donc il y avait 1 heure de route pour y aller depuis chez mes parents, et ça a été une révélation, puisqu'on n'avait jamais fait de patin, on n'était jamais rentré dans une patinoire, et on a clairement tout de suite accroché. Puis ensuite, de fil en aiguille, on a atteint le haut niveau, sauf que c'était pas du tout un plan de carrière à la base.
Je veux dire, j'ai jamais rêvé de faire les Jeux Olympiques, j'ai jamais rêvé de gagner des compétitions. J'adorais le sport, mais moi, mon rêve, c'était de devenir professeur des écoles. Drôle. Ouais, c'était assez particulier puisqu'au début, on faisait des compétitions. Moi, j'étais vraiment très, très stressée, même si j'adorais ça. Puis ensuite, en 2010, on a fait les sélections pour rentrer en équipe de France junior et on a été toutes les deux prises. Donc là, il y a eu un tournant dans notre vie, dans ma vie, puisque je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment envie de faire de la compétition, j'ai vraiment envie de faire du haut niveau, de participer aux Jeux Olympiques. Et de là, j'ai commencé à m'entraîner comme une sportive de haut niveau. Mais ça doit être fou de vivre ça avec sa sœur jumelle, c'était dingue, non? Ouais, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force, puisque on est parti dans le sud, donc on était à peu près à 1000 kilomètres de nos parents. Et on avait 15-16 ans. Ah ouais. Et quand on part à deux, c'est sûr que ça donne beaucoup plus de force que quand on part seul. Puis ensuite, ma sœur a arrêté 1 an après, mais moi j'ai fait le choix de continuer. En fait, il y a jamais eu de question de savoir si j'allais rentrer ou pas, puisque ça me plaisait énormément et parce que j'avais des objectifs très très forts. Bah ouais, t'étais un peu, t'étais accro à ce sport de haut niveau, du coup, j'imagine. Ouais, en fait, on était passé de 3 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. Waouh. Et d'accord. Oui, on vivait pour ça, clairement. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu la sensation que j'ai. J'avais reçu une autre sportive de haut niveau et c'est exactement ce qu'elle expliquait. Alors que c'est source de pression, effectivement, et de stress, parce que comme tu dis, il y a des objectifs ambitieux, mais que ça devient quasiment toute ta vie, en fait. Ah, clairement, ouais. Il y a des doutes, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a de la pression, mais en fait, on vit pour ça. On vit aussi pour la réussite, et puis les échecs, ça amène aussi à la réussite, et ouais, ça devient clairement une drogue, en fait. Et c'était quoi ton quotidien? Alors, parce que là, t'avais quel âge? T'étais toujours adolescente à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Donc, je devais avoir 16 ans à ce moment-là. Ouais. J'étais en sport-études. Donc, le matin, je m'entraînais. Ensuite, j'allais en cours. Et en fin de journée, je retournais m'entraîner. Et j'ai fait ça pendant toutes mes années de lycée. Wow. Puis ensuite, j'ai été à l'université et je faisais mes études à distance et je m'entraînais tout le temps. Impressionnant. Et toute ta famille était derrière toi, te suivait un petit peu dans ce parcours-là? Oui, clairement. Toute ma famille. J'ai aussi 2 frères, un plus grand et un plus petit, et ils étaient tous derrière moi. Ils sont venus me voir en compétition, je ne sais combien de fois. Ma famille, ma sœur, malgré qu'elle ait arrêté, c'était ma plus grande supportrice. Donc, ouais, vraiment un très très gros soutien. Et est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu arrivais quand même à avoir un quotidien de jeune femme? Je dirais pas vraiment. Moi, en tout cas, je me suis laissée porter par le sport. Quand j'étais adolescente, on va dire, dans un premier temps, je vivais vraiment pour ça. Donc, je sortais pas, ou je sortais vraiment très très peu pendant les vacances. Et donc, ma seule préoccupation, c'était de savoir comment j'allais mettre en place toutes les clés possibles pour réussir à atteindre mes objectifs. Puis ensuite, quand j'ai commencé à grandir, ouais, j'étais plutôt une sportive qu'une femme dans un premier temps. C'est intéressant ça. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu posais certaines questions? Est-ce que des fois ça t'arrivait, tu vois, de te dire purée, j'aimerais bien parfois être, comme tu le dis, plus une femme qu'une sportive, même si les deux vont très bien ensemble. Mais est-ce que tu as eu ce genre de réflexion? Déjà des choses toutes simples, mais quand tu t'habilles, en fait, dans ta garde-robe, tu vois que tu t'habilles absolument tout le temps en sportive, et tu prends pas souvent du temps pour toi, pour t'habiller comme t'aurais envie de t'habiller. Oui, bien sûr. Ouais, donc il y a des petits trucs comme ça qui font que, mais ça me plaisait énormément. Bien sûr, ça prenait le dessus en fait. Ouais, clairement. T'arrivais quand même à avoir des amis, tu vois, faire de temps en temps un peu la fête, ou c'était vraiment une vie plutôt dirigée par la discipline finalement? J'avais quand même pas mal d'amis. Après, j'avais aussi quand même beaucoup d'amis dans le sport, puisqu'on a le même rythme de vie. Donc, on va pas se coucher tard. La fête, non, pas vraiment. C'est plutôt pendant les moments de la saison qui sont off. Ouais, quand tu as ton cercle d'amis proches qui vit comme toi, c'est plus simple aussi. Ouais, complètement. Et alors, comment tu évolues dans ce monde-là ensuite? Après, donc, j'ai commencé à être sur le circuit des Coupes du Monde.
Donc là, c'était un premier pas dans les compétitions internationales. Et puis en 2018, j'ai participé à mes premiers Jeux olympiques en Corée du Sud. Wow. Donc là, c'était un peu l'effet waouh parce que c'était incroyable. T'as l'impression d'avoir réussi. Enfin, c'était dingue, vraiment dingue. Et puis j'avais vraiment pas de pression parce que j'allais sur mes premiers jeux en tant qu'outsider. Ouais, c'était mes premiers jeux. Je savais que j'allais pas taper une médaille. Enfin, il y avait pas de pression particulière. Puis à la suite de mes premiers jeux, c'était une expérience folle, vraiment folle. J'en garde un très très bon souvenir. Je me suis dit bon ben ok, c'était dingue, mais je vais retourner aux Jeux dans 4 ans et puis ouais, faire une finale olympique, avoir une médaille avec moi et puis vivre quelque chose de plus fort encore, ou en tout cas de plus de différent. C'était ça tes objectifs du coup, aller toujours plus haut en fait finalement? Ouais, ben je pense que c'est comme tout sportif et sportive, t'as envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Quand t'es au sommet, t'as envie de rester au sommet et donc c'est ça, tu veux toujours viser le meilleur. Est-ce que c'était difficile pour toi de toujours être dans cet état d'esprit-là? Pas vraiment, parce que je pense que depuis toute petite, je suis quand même quelqu'un d'assez déterminé et ça rythmait ma vie. Donc t'as des objectifs qui sont forts et tu fais tout pour les atteindre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le moment où tu as vécu du coup ton selon toi en tout cas le plus gros succès, c'était justement les Jeux olympiques? Je pense que il y a eu les Jeux, oui, mais il y a eu aussi des moments assez forts comme l'année qui a suivi. Je sortais d'une année difficile et j'ai eu ma première médaille individuelle au championnat d'Europe. Je suis devenue vice-championne d'Europe et là c'était un moment très très fort et très important pour moi parce que ouais, je sortais d'une année difficile avec une année compliquée, ouais, avec l'entraîneur qui nous entraînait du coup à cette période. Ok, et du coup c'était la période la plus intense et la période où tu as vécu, on va dire le moment où tu t'es dit waouh, là c'est vraiment waouh quoi, c'est vraiment un succès énorme quoi. Ouais, exactement, parce que c'était plus qu'une médaille, c'était je pense ma plus grande fierté. Je me sentais vraiment fière et j'ai du mal à le dire ou à le montrer, mais là j'étais vraiment très très fière de me dire malgré l'année difficile que je viens de passer, j'ai réussi à surmonter tout ça et à décrocher cette médaille. Ouais, c'est ouf. Et est-ce qu'en parallèle, t'as pu faire des études ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Je suis toujours restée dans le milieu universitaire, scolaire, parce que je me disais justement, le short track, c'est pas du tout un sport connu et il faut assurer ses arrières. Et aujourd'hui, ça le montre bien, hein. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, dans un premier temps, j'ai fait une licence en STAPS. C'est pas très original, mais c'était pas dans le milieu sportif, c'était en éducation et motricité, dans le but de passer le concours pour devenir professeur des écoles. Ton fameux rêve de petite fille. Exactement, ouais. Puis ensuite, j'ai continué en master. Mais j'ai pas validé mon master parce qu'il s'est passé pas mal de choses l'année dernière et j'ai fait le choix de suivre un autre cursus pour le moment. D'accord, ok. Du coup, raconte-nous un petit peu parce que du coup, on parle de cette fameuse Coupe d'Europe et ensuite. Donc ça, c'était en quelle année la Coupe d'Europe? Enfin, je sais pas Les comment championnats d'Europe. Ouais, les championnats d'Europe. C'était en 2019. Ok, 2019. Et entre 2019 et 2022, est-ce qu'il y a eu d'autres temps forts? Ouais, des temps vraiment très très forts encore, puisque avec l'équipe féminine, on a été championne d'Europe et vice-championne du monde et ça avait jamais été fait. Ah ouais. Donc que ce soit pour les gars ou pour les filles. Donc ouais, historique et des moments encore très forts puisque c'était des moments partagés vu que c'était avec le relais. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, parce que tu peux autant pratiquer ça seul et solo, quoi. Ouais, exactement. Solo et en équipe, pardon. Oui, oui, oui. Ouais, donc t'as 3 distances individuelles, 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres. Et ensuite, t'as les relais. Donc, il y a relais par genre et relais mixte. Donc, ouais, franchement, c'est un sport incroyable parce que ça va vite, c'est impressionnant, c'est très, très beau aussi. Et puis, t'as la technique, la stratégie et t'as le relais. Et le relais, c'est dingue parce que tu partages ça donc en équipe, comme dans tous les autres sports. Je trouve que c'est très, très beau. Ça fait beaucoup de monde sur la glace, donc c'est encore plus impressionnant.
Et t'as jamais eu, enfin, ça semble un peu bête comme question, tu vois, mais donc c'est vrai que la vitesse, ça a l'air complètement impressionnant. Et le fait qu'il y ait d'autres personnes en plus qui sont à peu près à la même vitesse que toi au même endroit, t'as jamais eu peur, enfin, tu sais, de te dire waouh, là je vais trop vite par exemple? Non, du tout. En fait, tu te poses jamais ce genre de questions. C'est comme quand tu descends, moi je fais pas de ski alpin, mais c'est comme quand tu descends sur une rampe de ski, tu dis pas ouais ben j'ai peur parce que forcément après ça te bloque un peu. Mais non, enfin justement, je pense qu'on cherche encore à aller plus vite et faire des choses encore plus folles sur la glace pour gagner. Ouais, puis ça me fait penser au snowboard. On nous dit toujours que plus tu vas vite, en fait, plus tu prends de la vitesse, moins tu feras de fautes. Ouais. C'est un peu ça? Non, non, là c'est pas forcément la même chose, mais après, enfin, quand t'es dans le sport de haut niveau, tu sais quand même ce que tu fais Ouais, bien et sûr. après les chutes, ben ça arrive et ça fait partie du sport. Donc j'ai chuté 3 milliards de fois, je Ah dirais. ouais? Purée, d'accord. OK. Waouh. Bah ouais, forcément, ça va avec, quoi. Ouais. OK. Et alors, la suite, est-ce qu'on arrive en 2022 ou est-ce qu'il y a eu des choses Ouais, av non, bon, on ouais. arrive quasiment en 2022, ouais. Il y a eu donc les Jeux Olympiques de Pékin. C'était horrible. Ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais. Ouais. Donc, déjà, il y a eu des moments assez compliqués personnellement dans l'année juste avant les Jeux, donc fin 2021, 2022. J'étais vraiment pas bien et puis un mois avant de partir, j'ai eu un Covid long. Je suis arrivée aux Jeux Olympiques et j'étais à côté de mes pompes. J'étais très fatiguée, j'avais pas pu m'entraîner comme je voulais. J'étais très très loin des objectifs que je m'étais fixés. Je pense que j'aurais pas pu faire pire Jeux Olympiques que ça. Mmh. Donc grosse déception. Et à la suite de ça, je me suis dit bon, il faut se relever parce que ça fait partie quand même de mon état d'esprit. Et un mois après, on avait les championnats du monde. J'ai fait une finale, donc ça allait mieux. Ça m'a remis sur piste, on va dire. Et là, je me suis dit bon la saison prochaine, c'est reparti. Et là, je veux vraiment qu'il y ait un déclic et qu'on aille loin. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qui fait que tu étais dans un état d'esprit très bas à ce niveau-là? J'ai fait une dépression D'accord. suite à une séparation. D'accord. C'était vraiment pas simple. Puis oui, je voyais aussi que ça arrivait à grands pas, les Jeux Olympiques, et puis c'est quand même tous les 4 ans, et puis c'est quelque chose d'important pour nous parce que bien sûr c'est les JO, mais aussi parce que c'est le seul moment où on nous permet de briller, étant donné que c'est un sport qui est très peu médiatisé en France. Complètement. Donc ouais, on sait l'importance que ça a. Waouh, OK. Et comment tu as fait? Parce que, si tu veux, nous, c'est des sujets, d'où on parle énormément, avec les locomotives, que ça soit de dépression, burn-out, anxiété généralisée. Enfin, c'est vraiment des sujets qui nous parlent et qui, du coup, touchent beaucoup d'auditrices. Du coup, comment tu as fait pour te sortir de cette situation? Toi qui avais d'ailleurs un état d'esprit de base très, déterminé et cetera, ça a dû être un gros coup dur parce qu'on a l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Comment tu as fait pour te sortir de cette, période de dépression? Déjà, j'ai été aidée que ce soit par ma famille, notamment par ma sœur qui a été toujours présente. Puis après, j'ai été suivie. J'ai été suivie par ma psy et j'étais tellement bas qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, j'avais des pensées noires. Ça allait vraiment, vraiment pas bien. Et donc, on m'a mis sous médicaments aussi. Ça m'a aidée dans un premier temps. Et puis après, le sport m'a clairement aidée et mon copain actuel, clairement aussi. Donc c'est un peu tout ça, un peu une botte secrète, on va dire, entre l'entourage et le sport. Ouais, te raccrocher à un projet passion, à une passion, ça Ouais, exactement. c'est génial d'avoir ça, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi et l'entourage, c'est super aussi, mais c'est plus rare d'avoir l'entourage qui nous aide à nous sortir de ce genre de situation. Ouais, bien sûr. Puis après, ils comprennent pas tout à fait aussi. Ils ont du mal à se dire que qu'on peut être aussi mal, mais ils ont été quand même géniaux. Trop bien. En tout cas, donc ton chéri actuel, on va en reparler parce que ça m'a marqué quand même en regardant pas mal de vidéos sur ton compte et cetera. On voit qu'il a vraiment été là quand tu Ouais. as, voilà, quand c'était, le 9 octobre 2022 et pour toute l'année qui a suivi. Donc ce chéri-là, tu le rencontres au moment où pour toi, enfin voilà, ça va pas très bien, tu es en dépression et cetera et cette personne-là fait,
parution dans ta vie à ce moment-là. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris Non, ma mais c'est question. ok. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, il m'a énormément aidé, que ce soit après l'accident et puis encore aujourd'hui, il me soutient énormément. C'est génial d'avoir un pilier comme ça dans sa vie. Enfin, en tout cas, tu vas nous expliquer un petit peu comment s'est passé l'accident, etc. Mais on voit que, voilà, vraiment, pendant cette année-là, enfin, il était là, quoi. Il a tout filmé. Enfin, moi, ça m'a vraiment énormément touchée. Ouais. Puis, il savait, je pense qu'il savait aussi que j'allais progresser. Donc, il s'est jamais posé de question de savoir, justement si ça allait me faire du mal ou pas de filmer, parce que il me disait, bah regarde, il y a une semaine t'étais là, maintenant t'es ici. Et en fait, ça m'a énormément boosté aussi. Trop mignon. En fait, il croyait tellement en toi que t'avais limite pas d'autre choix, toi aussi, que de croire en toi, quoi. Ça te donnait foi en toi, finalement. Ouais, bien sûr. Après, j'ai jamais pensé un instant que j'y arriverais pas. Ah, waouh. Ça paraît hautain Non, c'est génial. comme ça, mais c'est pas du tout ce que je veux laisser transparaître. C'est juste que c'était trop difficile pour moi pendant cette période et je me suis dit mais il y a pas d'autre choix que de réussir. Incroyable. Non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est ton état d'esprit de sportive de haut niveau qui t'a suivi, même dans des épreuves qui sont super difficiles. Alors, raconte-moi un petit peu cette journée du 9 octobre. Que s'est-il passé? Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est si tu étais en entraînement ou lors d'une compétition, mais je crois que c'est lors d'une compétition. Enfin bref, je te laisse nous raconter, en fait, parce que c'est toi qui sais. En fait, c'était donc l'année dernière, jour pour jour. C'était un dimanche. J'étais en compétition, donc oui, aux Pays-Bas, et c'était une compétition qui servait de sélection pour les Coupes du Monde, qui ont lieu 2 semaines après. Et donc c'est aujourd'hui, c'est exactement pareil. Les Coupes du Monde ont lieu 2 semaines après. Et donc j'étais plutôt en forme, mais j'avais pas fait de finale lors de cette compétition et j'étais un peu frustrée. Du coup, c'était le dernier jour et c'était le 1000 mètres. Le 1000 mètres, c'est une distance que j'aime particulièrement. Et je me retrouve sur cette course. Je me sens, ouais, physiquement, je me sens plutôt bien. Je me dis, bon, bah, là, ça commence à partir un peu, je veux dire, ça commence à accélérer. Je vais y aller pour doubler. Et je double. Et en fait, dans le virage, j'ai une de mes adversaires qui perd son appui et qui me fait tomber. Bien sûr, c'est involontaire Bien et sûr. ça arrive souvent. Et en fait, la piste était vraiment proche des tapis de protection. Mais ça arrive aussi, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Sauf que ça veut dire que j'avais pas beaucoup de temps pour me mettre dans la bonne position pour chuter. Et donc mes patins étaient en direction des tapis de protection. Et généralement, quand on arrive comme ça, on se fracture le tibia péroné. Et il faut savoir que je me suis jamais blessée. Je me suis jamais cassé quelque chose. Je me suis à la rigueur une entorse, mais c'est tout. Waouh, ok. Et donc là, je me dis, waouh, il va falloir vite que je bouge de position parce que je vais me fracturer le tibia. Mais vraiment, ça va très vite, mais je pense à ça. Et encore une fois, je me dis, en plein milieu du virage, je me dis, ben là, je sens que je vais me faire mal. Et j'avais jamais ressenti ça. J'avais jamais eu cette intuition. Et je suis arrivée dans les protections, les pieds en avant. Mes pieds ont pas eu le temps de monter à la hauteur que j'espérais. Et ma tête a heurté violemment mes genoux. C'est reparti en arrière et ça a fracturé et déplacé la cervicale 5. J'ai envie de dire, à la rigueur, ça c'est grave, c'est très grave bien sûr, mais c'est moins grave que ce que j'espérais, dans le sens où il y a eu une lésion à la moelle épinière. Et ça, ben du coup, ça pardonne pas. Et à partir de ce moment-là, c'était descente en enfer, étant donné que je sentais absolument plus rien. C'est ça qui m'a étonnée dans ton témoignage, d'ailleurs, c'est au moment où tu dis bah là, j'ai rien ressenti, quoi. Ah ouais, non mais enfin franchement, encore aujourd'hui, hein, parce que ça fait 1 an, je pourrais fermer les yeux et imaginer et ressentir ça, parce que ouais, j'ai pas eu de douleur, j'ai rien senti. Et tout le monde me dit, ouah, t'as dû avoir mal. Ben non, en fait, pas du tout. J'ai pas eu mal parce que ça a tapé et tu sens plus rien. Et c'était pas juste mes jambes, parce que je me suis dit, il faut vite que je me relève. Sauf que tu peux pas te relever. Et je sentais plus mes mains, je sentais plus mes bras, je sentais plus mes pieds. Je me suis dit, bah, bouge tes orteils. Et là, je me suis dit, mais non, je me suis dit vraiment, mais c'est pas possible. Ma passion, mon sport que je pratique depuis 20 ans, aujourd'hui va amener à ce que je me retrouve en fauteuil.
Et en fait, t'as plein de pensées un peu morbides, forcément, qui te traversent l'esprit. Tu te dis, tout va super vite dans ta tête. Tu te dis, mais si je suis paralysée, est-ce que j'irai pas dans un pays qui autorise le fait d'être euthanasié, parce que moi, j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai pas envie de me retrouver Wow. paralysée. Puis après, tu te dis, mais non, tu peux pas penser à ça, tu vas y arriver, tu vas remarcher. Puis, en fait, je parlais un peu vite là, mais en fait, la fracture de la cervicale 5, ça te coupe le souffle. Du coup, je pouvais pas crier et je pouvais pas pleurer non plus. Donc, je parlais tout doucement et je disais, venez vite, je suis paralysée. Je suis paralysée, je suis paralysée, et je répétais ça en boucle. Putain. Après, je disais juste, j'ai envie de parler à ma sœur, appeler ma sœur, et t'as envie d'hurler, t'as envie de pleurer, t'as envie de dire, mais sortez-moi de là, faites vite quelque chose. Et ils ont mis quand même pas mal de temps avant d'arrêter la course, donc j'avais peur qu'on me retombe dessus, parce que forcément, c'est un ovale, donc ils vont forcément repasser à l'endroit où t'es tombé. Et ils ont mis un peu de temps à l'arrêter. Puis ensuite, les secours sont arrivés. Mais ils sont arrivés peut-être au bout de 15 minutes. Après, encore une fois, j'avais pas mal et j'avais pas froid non plus, étant donné que j'étais sur la glace et que je sentais rien. Mais j'avais peur. Ça devait être les 15 minutes les plus longues de ta vie. Ouais, clairement, parce que j'avais juste envie qu'on me sorte de là, et j'étais persuadée que j'étais en train de faire un cauchemar, parce que je me suis dit, c'est pas possible, autrement, en fait. Du coup, je fermais les yeux, je rouvrais les yeux, je fermais les yeux, je rouvrais les yeux. Et en fait, non, j'étais toujours là et je me disais, mais c'est pas possible. Puis après, quand les secours sont arrivés, ils m'ont mis sur le brancard, et je pense que, j'en sais rien, hein, je suis pas médecin, mais le fait d'être allongée, ça a dû réveiller quelque chose au niveau de ma moelle épinière. Et là, je sentais toujours plus rien, mais j'avais l'impression que tout mon corps brûlait très très fort, très 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 fort. Puis là, j'ai commencé à pouvoir pleurer et hurler, parce que c'était plus crier, mais clairement hurler, de douleur. Je leur ai demandé de me donner de la morphine, parce que trop pénible. Je suis allergique à l'Advil, à l'aspirine et au paracétamol. Du coup, je prends jamais de médicaments. Ouais, c'est un enfer. Jamais, jamais, jamais de médicaments. Quand j'ai mal à la tête, je prends rien. Je prends jamais d'antidouleur. Et donc là, je leur disais juste, donnez-moi de la morphine vite. Enfin, ça va pas. Et là, par contre, ça a été très, très long. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont mis juste à côté de la glace, sur le brancard, avec les secours. Et ils ont mis 1000 ans avant de prendre une décision, de savoir si j'allais partir en hélicoptère ou en ambulance. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont relancé la course à côté. Non. Enfin, je veux dire, ils ont pas... Moi, je trouve ça dingue. Avec du recul, je me dis, mais c'est dingue. Ouf. Ouais. Enfin, ouais, ils ont continué la compétition. C'est pas comme si je venais de me faire une entorse, et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je me dis, déjà pour le respect de la personne, mais aussi pour les athlètes, parce que moi, je sais que dans l'équipe de France, ils étaient pas bien. Ils étaient terrorisés. Et là, pour le coup, tu penses à la chute et tu te dis, mais en fait, ça pourrait m'arriver. Carrément. Et pareil, l'équipe de France, ils ont continué la compétition. Et moi, je trouve ça fou, parce que, en tout cas, si j'avais été quelqu'un d'autre, j'aurais dit, non, moi, j'arrête. Enfin, je peux pas continuer dans des conditions pareilles. Carrément. Sachant qu'en plus, c'était pas une compétition super importante. Non, mais ça me semble hallucinant. Peut-être que eux n'avaient pas réalisé que t'avais un truc si grave. J'en sais pas, j'en sais rien. Ah, si, 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 parce qu'à partir du moment où tu dis que tu sens plus tes jambes, plus tes pieds, tu doutes bien que c'est très, très grave. Et en plus, c'était terrible, parce que vu que j'étais juste à côté de la glace, j'hurlais à la mort. Les autres, ils étaient en train de patiner à côté, et je me dis, ils étaient terrorifiés. Tout le monde m'a dit, on était terrorifiés parce qu'on t'entendait hurler, et nous, on s'apprêtait à faire notre course, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment pas dingue. C'est une scène qui est complètement lunaire, en fait. Ouais. Waouh. Ok. Truc de fou. Et donc là, tu sens, ça réveille une douleur de dingue, en fait. Ton corps se réveille, en fait, tout simplement. Ouais. Moi, j'ai vraiment jamais eu aussi mal de ma vie. Et je suis pas douillette. J'ai quand même une capacité à la douleur assez élevée. Et vraiment, c'était affreux. Et après, ils ont fait le choix, du coup, de me transporter en vitesse avec une ambulance. Et assez rapidement, j'étais prête à rentrer au bloc. Ils ont fait tous les examens scanners, ils ont fait une IRM pour être sûr, en fait, de ce que j'avais. Et puis là, ils se sont rendus compte que c'était très grave, et ils m'ont tenu au courant. Puis ensuite, je suis rentrée dans le bloc. Mais tout est allé quand même très vite. Arrivée à l'hôpital, ils ont été quand même très très bons. Et je suis arrivée
à l'hôpital. Enfin, en plus, je me souviens de plein de trucs. C'était la fin de enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de problème à dire ça, mais je l'ai jamais dit, mais c'était la fin de ma période. Et du coup, je pleurais parce que je disais, mais non, ils vont devoir s'occuper de moi, ils vont devoir me sonder, mais je sais pas si c'est ok. Enfin, je me disais, non, mais ça va, on est dans le corps médical, ça va aller, t'en fais pas. Avec du recul, je me dis, mais je me prenais la tête pour ça, alors qu'en fait, j'étais paralysée. Il y avait quand même des choses plus graves sur le coup. Quand tu dis la fin de ta période, tu veux ta période de règles? Oui, oui, oui. Ouais, bah ouais, mais forcément, tu pensais à tous ces petits trucs qui ont. Ah bah oui, mais bah oui, bien sûr. C'est ça. Qui ont finalement une importance minime comparée à ce que t'étais en train de vivre, quoi. Ah mais clairement, mais enfin, je pleurais pour tout, pour rien. Enfin, c'était terrible. J'avais juste super peur et voilà. Et après, je suis rentrée au bloc. J'ai rencontré du coup mon chirurgien à ce moment-là. Et puis pareil, quand il est arrivé, je me suis dit, mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas lui quand même. J'avais vraiment l'impression que c'était pas du tout un chirurgien. Il avait pas du tout une dégaine de chirurgien. J'avais l'impression que je sais pas, il sortait de je ne sais où. J'avais super peur. Et là, il me dit, est-ce que tu sais ce que t'as? Et je lui dis, oui, je crois. Puis il me dit, t'as une fracture déplacée de ta cervicale 5 avec une lésion à la moelle épinière et t'es un peu sous le choc. Puis il dit, il te regarde droit dans les yeux, puis il dit, est-ce que t'as des questions? Je lui dis, oui, combien de temps ça va prendre l'opération? Puis il me dit, le temps qu'il faudra. Et là, j'ai été rassurée parce que je me suis dit, il va pas bâcler ça. En même temps, pareil, à quel moment je me suis dit qu'ils allaient bâcler. Mais non, mais je comprends trop, bien sûr. C'est tellement légitime. Et après, il m'a juste, et ça, franchement, mais c'était affreux et horrible parce qu'il m'a juste regardé, mais enfin, il me fixait dans les yeux et il m'a dit, par contre, tu remarcheras probablement plus jamais. Il te l'a dit cash, quoi. Ouais. Et là, il y a l'anesthésiste qui est arrivé avec son masque et moi, je hurlais, mais encore une fois, je hurlais à la mort et ils m'ont anesthésié là-dessus. Je me dis, mais qui fait ça? Putain, mais c'est un truc de malade. Attends, mais tu hurlais parce que t'avais mal ou tu hurlais parce qu'on venait de te dire ça? Ah non, je hurlais pas parce que j'avais mal, parce que j'étais sous morphine. Je hurlais parce que je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Le chirurgien est en train de me dire que je remarcherai jamais. Enfin, il m'a dit, tu remarcheras probablement plus jamais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis en fait, ils m'ont endormi là-dessus. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est des ouf là-bas. Ils sont durs. Waouh. Ouais, c'était très, très dur. Ok, impressionnant. Et l'opération a duré combien de temps? Franchement, je sais pas, peut-être 2 heures. Ah ouais, ok, d'accord. Je pensais que ça aurait été vachement plus long, tu vois. Enfin, déjà 2 heures c'est long, mais. Ouais, je crois que c'est ça, mais je sais plus parce que je crois pas avoir posé la question, je me souviens plus. De toute façon, tu t'es réveillée, tu devais être. D'ailleurs, le réveil post-opératoire, c'était encore pire ou? En fait, tu sais, t'es dans un pays étranger, t'as pas ta famille, on vient de te dire que tu remarcherais probablement plus jamais de ta vie. Je me suis réveillée, moi, je m'attendais à être vaseuse parce qu'à chaque fois que j'ai eu des anesthésies générales, puisque je me suis jamais rien cassé, mais je me suis fait opérer plusieurs fois et je me suis dit je vais être vaseuse, je vais pas être bien, mais en fait pas du tout, j'ai eu les yeux grands ouverts et pas du tout dans le mal. Je me suis dit vite essayer de bouger tes pieds. Ça répondait pas, mais je me suis dit c'est pas grave, ça va revenir. Et il y avait un de mes coéquipiers qui s'appelle Tristan et mon manager d'équipe Alexis, donc un peu rassuré de se dire je me réveille pas solo dans un pays étranger et avec tes pieds qui répondent pas. Complètement. Ah mais complètement. Ça devait être tellement rassurant de voir des têtes connues. Ouais. Bon, eux ne devaient pas avoir des visages rassurants, j'imagine. Franchement, ça allait parce que ah ouais mon manager est quand même il est toujours de bonne humeur. Donc je pense qu'il voulait vraiment me rassurer et il avait un sourire sur son visage et il me taquinait un peu. Donc franchement, si ça allait. Même si Tristan, mon coéquipier, non, lui il était pas au top, il faisait que pleurer. Mais il était là. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est quoi la première pensée qui te vient quand tu ouvres les yeux? Ah c'est ça. Tu te souviens exactement de ce qu'ils t'ont dit juste avant l'opération et tu dis vite, essaye de bouger quelque chose. Ah ouais, ok. Purée. Et là, ça a été incroyable l'évolution que t'as eue les jours qui ont suivi. Ouais, tout a été assez dingue parce que du coup après 3 jours après, ma mère, ma sœur et sa fille, donc du coup elle devait avoir 1 an et demi à l'époque, sont venues le soir même aussi de ce jour-là, donc c'était le mercredi je crois.
parce que c'était le dimanche que j'ai eu l'opération, dans la foulée. Le mercredi, donc, il y avait ma mère, ma sœur, sa fille, Charlie et mon copain, Tristan, qui s'appelle aussi Tristan, étaient là. Et donc, Ok. du coup, mon autre coéquipier, Tristan, était reparti. Et mon manager aussi. Et là, je me sentais déjà bien mieux parce qu'il y avait ma sœur, ma mère. Puis, ça a été très dur pour elle. Ma sœur m'a dit par la suite qu'elle s'était jurée de ne jamais craquer devant moi, de ne jamais verser une seule larme. Elle m'a dit, t'as toujours été forte toute ta vie auprès de moi, donc là, c'était à mon tour d'être vraiment très très forte près de toi. Par contre, ma mère, ça a été très dur quand elle m'a vu comme ça, elle a tout de suite craqué. C'était vraiment très difficile. Et puis après, le fait d'avoir Charlie, donc ma filleule, près de moi, un enfant, quasiment un bébé d'1 an et demi, qui respire la joie de vivre, ça aussi, ça donnait le sourire. C'est vrai que c'est incroyable. J'ai vu une de tes vidéos où tu dis que ça a été l'une de tes plus grandes forces. Et du coup, ça t'a donné l'objectif de toi aussi faire comme elle, c'est-à-dire apprendre à marcher, réapprendre à faire pipi, à Ouais, réapprendre à exactement. manger. Ouais, c'est hyper fort. Ouais. C'était exactement ça. Je me disais, bon, maintenant, c'est elle qui a de l'avance sur moi. Il faut absolument que je la rattrape parce que je veux pouvoir jouer avec elle, je veux pouvoir la porter dans mes bras, je veux être là pour elle. Et là, ton état d'esprit, tu te dis, ok, le médecin m'a dit que peut-être je ne pourrais plus jamais remarcher. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure, je me suis jamais dit que j'allais plus remarcher. Mais est-ce qu'il y a quand même des moments où Ouais. tu t'es dit, et si je remarchais plus? En fait, ça, je me le suis dit quand j'étais sur la glace. Je me le disais, mais et si vraiment j'allais jamais pouvoir récupérer mes jambes? Puis en fait, je me disais, mais non, c'est pas possible. J'ai vraiment envie de remarcher, repatiner, c'est pas possible autrement. Et en fait, je me l'interdisais de penser à ça. Donc, quand j'étais à l'hôpital, le chirurgien, il est pas revenu me voir après. Donc, c'était un peu bizarre, il n'était pas revenu. Mais par contre, le corps médical là-bas, les aides-soignantes, les infirmiers, les infirmières, ils étaient franchement incroyables avec moi. Ils me boostaient, c'était, ouais, non, mais l'hôpital, franchement, était trop bien dans le sens où ils sont vraiment là pour les patients. Ils ont installé un lit pour ma sœur ou pour mon copain parce qu'ils faisaient des gardes avec moi. Ils alternaient une nuit sur Mhm. deux. Et ils avaient installé un lit à côté, ils servaient les mêmes repas, ils leur demandaient s'il leur fallait quelque chose. Ils étaient vraiment aux petits soins, que ce soit avec l'entourage, mais aussi avec les patients. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, vraiment dingue, parce que ils étaient franchement là pour que tout se passe bien. Et non, du coup, je pensais pas à ça. Je me l'interdisais vraiment, parce que je me disais, mais je vais repatiner. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais fait une vidéo. J'y ai repensé longtemps après, quand j'étais en centre de rééducation, je me suis dit, justement, mais c'est quand même fou parce que j'ai fait une vidéo pour dire que j'allais remarcher, recourir, repatiner, alors qu'on venait de me dire que je remarcherais probablement plus jamais. Et je me dis, mais et si j'avais jamais pu retrouver mes jambes? Enfin, c'était un peu bizarre les pensées que j'avais après quand j'étais en centre de rééducation dans ce sens-là. Je recevais tellement de messages de tout le monde que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour remercier et puis pour dire que ça va aller. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours super positifs. Donc, c'est ma sœur qui me lisait les messages avec Tristan. Il me lisait les messages vu que je pouvais pas me servir de mon téléphone. Et ouais, beaucoup d'ondes positives. Puis après, ça allait très vite, beaucoup plus vite personne n'imaginait ça. Et comment il l'explique? Est-ce qu'il l'explique, en fait? Il l'explique par 3 raisons. La première, c'est que j'ai été prise en charge rapidement. Donc, quand il y a une compression, quand il y a une lésion au niveau de la moelle épinière, il faut vite opérer. Le plus tôt est le mieux, parce que forcément, quand t'attends longtemps, la lésion, elle est encore plus marquée. Donc, cette prise en charge. Ensuite, il y avait le fait que je sois sportive de haut niveau et du coup, active, musclée. Et le troisième point, ils disent que c'est au niveau de la persévérance et de la détermination. L'état d'esprit. Ouais, exactement. Carrément, mais c'est sûr. C'est pas la première histoire que j'entends où la personne me dit ça, en fait. On m'a dit que je pouvais jamais remarcher et moi j'ai jamais voulu en fait y croire et je me suis dit mais non, en fait je marcherai. Et c'est fou, je pense que je veux pas dire c'est dangereux ce que je dis là, mais j'allais dire c'est une des plus grosses clés en fait. Pour tout, tu vois, enfin. Ouais, pour tout, ouais. Moi ça j'y crois très très fort. Je fais aussi quand même beaucoup de méditation, je suis un peu on va dire dans ce monde-là, parce que je pense que c'est important et puis parce que ça aide énormément. Il faut pas
se limiter à ce qu'on entend. Parce que forcément, ça a un rôle... je trouve que ça joue énormément. Typiquement, je pense que ce chirurgien, il m'a dit ça pour se protéger. Dans le sens où il avait peut-être pas envie de me dire, ça va aller. Mais j'aurais préféré qu'il me dise rien. Ou alors peut-être que... moi, mon entraîneur me dit, peut-être aussi que qu'il t'a dit ça et puis que ça t'a encore plus boosté dans le sens, attends, je vais lui montrer de quoi je suis capable, parce que c'est un peu comme ça qui fonctionne avec moi. À me dire, mais non, ma Sahatif, elle pourra pas le faire. Et puis, finalement, tu fais tout pour montrer l'inverse. Mais je pense que ça peut être dangereux d'entendre des paroles aussi rudes sur certaines personnes, parce que elles peuvent juste se dire, c'est un médecin qui l'a dit, donc forcément, il a raison. Ouais, ça peut avoir l'effet inverse. Ouais, exactement. Mais après, je dis pas du tout que les médecins n'ont pas raison. Je dis juste que il faudrait peut-être un peu adapter le discours par moment. Ouais. Oui, c'était un peu trop brut, quoi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un peu, et d'ailleurs, on sent que ça t'a marqué, en fait, ces petits trucs. Ces petits trucs, c'est pas des petits trucs finalement, mais on sent que c'est des, tu vois, tu parles limite plus de ça que de la chute, quoi. Ah clairement. Finalement, il y a eu pas mal de choses qui m'ont marqué, que ce soit à l'hôpital, en centre de rééducation, des paroles que la chute, parce que finalement, encore une fois, la chute, j'ai chuté 3 milliards de fois. Et là, malheureusement, j'ai juste... c'est ma réception qui a été mauvaise. Bien sûr. Il me semble que tu es resté donc 20 jours à l'hôpital là-bas. Pendant ces 20 jours, l'extraordinaire s'est produit, en fait. Ouais, exactement. Du coup, j'ai fait mes premiers pas là-bas. Au début, je me suis retrouvée debout et on m'a fait piétiner sur place. Ensuite, les infirmières sont parties, elles m'ont rallongée dans mon lit. Et il y avait mon copain Tristan à côté de moi, donc dans le lit à côté, puis il me disait, mais je suis fière de toi, c'est super et tout. Et moi, je faisais juste que pleurer et il comprenait pas pourquoi. Je disais, mais Tristan, je suis debout, je marche, mais je sens rien. Et il me disait, mais ça va aller, ça va finir par venir. Et le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, j'ai fait mes premiers pas. Donc là, pareil, du coup, en marchant, en mouvement, et je faisais mes premiers pas. J'étais très fière, même si je sentais pas grand chose. Et quand quand Tristan a envoyé la vidéo à ma sœur Manon, elle était folle de joie, parce que forcément elle était retournée en France, parce que pour la petite c'était plus simple, et puis elle a quand même sa vie ici, elle peut pas se permettre de partir autant de temps comme Tristan l'a fait, et elle a dit que c'était clairement le plus beau jour de sa vie. Trop beau. Vous avez une belle relation avec ta sœur. Ouais, on est vraiment fusionnels. Bah ouais, je pense que c'est le fait aussi d'être jumelles, ça crée un lien particulier forcément. C'est dingue. Et tu dis justement, donc question genre par curiosité, donc ta sœur, tu dis elle devait retourner travailler. Et ton chéri alors, comment il s'est organisé? Mais en fait, il allait pas bien non plus vis-à-vis de ça. Et du coup, il a expliqué la situation à son travail. Et ils ont tout de suite compris, donc il s'est mis en arrêt et il est venu pendant un mois, parce qu'il est venu pendant tout le mois pendant les 20 jours où j'ai été à l'hôpital aux Pays-Bas. Donc c'était vraiment incroyable, parce que même le retour, il l'a fait avec moi. Et ensuite, il est de nouveau revenu pendant je ne sais combien de temps au centre de rééducation à Lyon. Il était tout le temps là. Incroyable. Franchement, dédicace à Tristan. Énorme dédicace à Tristan. Ouais. C'est ouf. Tu vois, tout à l'heure, on disait c'est les 3 clés qui t'ont aidé à te sortir de cette situation et à remarcher, etc. Je pense qu'une des clés, c'est ça, quoi. C'est d'avoir quelqu'un qui est là et qui croit en toi et qui joue un peu ce rôle de coach, en fait. Ouais. Puis, bonne dose de bonne humeur. Ah. Et ça aussi, ça fait beaucoup. Parce que, en fait, je me suis jamais trop perdue dans qui je suis aussi dans ces moments-là. Et Tristan m'a beaucoup aidée à ce niveau, puisque, pas parce qu'on rigolait, malgré les situations, on rigolait. Par exemple, on avait le droit de partir faire des petits tours un peu dehors avec le fauteuil roulant. Du coup, c'est Tristan qui me poussait, parce que c'était un très gros fauteuil, vu que j'étais encore paralysée, même des membres supérieurs. Je sais pas, il m'a emmené, il me dit, mais t'as envie de quoi? T'as envie de manger quoi? Parce que c'était la nourriture de l'hôpital, forcément. Puis je disais, j'ai envie de ça. Il me dit, tiens, on va en course. Et du coup, je sais pas, on a fait peut-être 3 kilomètres, il a fait peut-être 3 kilomètres à me pousser. On n'avait pas le droit de partir aussi loin, mais, et on s'est retrouvés dans un jumbo, donc dans un supermarché hollandais à 3 kilomètres de l'hôpital. Aller-retour, on avait fait 3 kilomètres. C'était excellent. Il y avait plein de moments comme ça. Ou alors,
il allait, je disais, mais Tristan, là, ça va pas, mes sourcils, ça part dans tous les sens. Est-ce que tu veux pas m'aider à les épiler? Et en fait, il en faisait un, puis il dit, bon, maintenant, je m'arrête là. Et il faisait exprès de m'agacer sur certains points. Enfin, il y a eu plein de choses assez drôles. Il m'habillait à moitié, et puis il me disait, bon, bah, je te laisse comme ça. Mais c'était très drôle. Puis, au début, quand il y avait ma sœur aussi, à l'hôpital, ils se connaissaient pas très bien encore, parce que ils s'étaient pas vus de beaucoup de fois encore. Et là, ils se sont vraiment rapprochés, les deux. Puis même moi avec Tristan, hein, on a passé de nombreux caps durant ces moments-là. Et au début, ils prenaient vraiment soin de moi tous les deux, parce que le corps médical là-bas laisse vraiment faire l'entourage s'ils veulent faire. Ils disent que c'est plus simple pour le patient d'être mobilisé, d'être en gros un peu chouchouté par l'entourage que par les infirmières. Donc c'est vraiment cool. Et au début, ils faisaient vraiment attention, donc ils me tournaient dans un sens, dans un autre. Je leur demandais de me gratter la tête parce que je pouvais pas le faire. Je leur demandais si, ça. C'était un peu insupportable parce que j'étais chiante. Je pouvais pas bouger. Et quand on peut pas bouger, quand on est enfermé dans son corps, on pète vite un câble. Et à la fin, en fait, ils me laissaient dans une position et ils rigolaient juste tous les deux à me regarder dans une position où j'étais super mal mise. Enfin, c'était des moments quand même assez épiques. Bah bien sûr, ça crée des moments hyper forts. Ouais. Aujourd'hui, tu dis aussi avoir toujours des douleurs neuropathiques tous les jours. Donc tu remarches. Donc déjà, j'ai 2 questions. Première question, tu remarches. Tu as repris possession de ton corps entièrement depuis combien de temps? Bah en fait, depuis, je sais pas, entièrement, je dirais depuis janvier. D'accord, ok. Purée, c'est allé vraiment vite, hein, c'est incroyable. Ouais, ça allait vite. C'est fou, quoi. Et donc, janvier, tu t'es remise à marcher, à faire peut-être un petit peu de sport? Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue, quand même. Hein. Janvier, je crois que c'était en janvier, j'ai commencé à courir aussi. Et là, oui, aujourd'hui, j'ai encore des douleurs de malade. Hein. J'ai mon certificat de consolidation qui doit avoir lieu dans 2 jours normalement. Donc on va pouvoir faire un point avec les médecins. J'ai des douleurs neuro, donc c'est dans les bras, dans les mains. Ça balance des décharges électriques, des brûlures. Ça démange aussi. Et j'ai de la spasticité dans ma vessie et dans ma jambe droite. Donc ça, c'est pénible. Enfin, tout est pénible. Hein. Et j'ai des spasmes. Des spasmes assez impressionnants. Ah ouais. Ça peut surprendre ou ça peut faire rire, peu importe. Mais ouais, c'est accentué avec la fatigue. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça, c'est des choses que tu vas pouvoir traiter sur le long terme? Bah en fait, justement, personne ne sait, parce que tout ce qui est neuro, personne ne sait. C'est vraiment très compliqué à gérer. Et il y a des séquelles qui sont en train de s'aggraver aujourd'hui. Donc c'est encore une fois, c'est pénible. J'ai des maux de tête, j'ai des malaises qui reviennent, comme quand j'étais à l'hôpital aux Pays-Bas. Donc souvent je fais il y a malaise vagal, envie de vomir, mal à la tête, des migraines plutôt que des maux de tête. Et ils savent pas du tout ça peut s'améliorer comme ça peut s'aggraver. J'ai un traitement qui est assez lourd et par contre je pense que mon traitement je vais devoir le prendre à vie. Enfin, je vois pas comment je pourrais ne pas le prendre parce que ça se passe pas super bien quand je suis pas à jour dans mon traitement, dans le sens où si je le prends pas à 19h et que je le prends à 20h30, je vais sentir une grosse différence. Bien sûr. Et j'ai vu aussi que tu étais, donc tu le dis de toute façon, un peu dans tout ce qui est méditation, etc. Tu essaies du coup de trouver d'autres, entre guillemets, traitements complémentaires pour t'apaiser? Ouais, exactement. Un peu des alternatives. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que avant je prenais jamais de médicaments parce que je suis allergique à pas mal de médicaments et là de prendre un traitement qui est assez lourd, c'est pesant. Et ouais, ça m'aide de faire de la méditation, d'accepter aussi ces douleurs parce qu'il faut faire avec maintenant. Et je suis quand même pas mal dans l'acceptation. Donc oui, c'est pénible, mais c'est comme ça aurait pu être pire. Et c'est ce que je me dis. Je me dis quand même que j'ai la chance d'être là, de pouvoir marcher, courir, d'être avec mes proches. Je trouve que la vie est belle. Et du coup, j'essaie de trouver des alternatives. La méditation, retraite de silence pour faire le point. Enfin, pas mal de choses. Les voyages aussi, ça me permet
de m'apaiser. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs des moments de vie où tu avais moins de symptômes que d'autres? Je sais pas si c'est lié ou pas, je sais pas, mais je suis partie après le centre de rééducation, peut-être 1 ou 2 mois après, je suis partie à Bali faire une formation de yoga et je suis partie pendant 1 mois et demi et ouais, je me sentais apaisée. Vraiment, je me sentais apaisée, je me sentais bien. Après, je pense aussi que le fait qu'il fasse chaud, ça a joué sur les douleurs, étant donné que quand il pleut ou quand il y a de l'humidité dans l'air, tout est accentué. C'est un peu comme l'arthrose ou les maladies comme ça. Moi, quand il va pleuvoir, je vais sentir quand il va y avoir de l'orage ou quand il pleut dehors, tout est accentué. Donc ça, c'est peut-être lié aussi au fait que je me sentais bien là-bas. Et est-ce que tu as pensé du coup à changer d'environnement? En fait, avec Tristan, parce que Tristan m'a rejoint aussi pendant pas mal de temps là-bas. Mais quel homme! Je suis désolée, hein, mais Tristan est incroyable, on peut le dire quand même. Franchement, Tristan, waouh quoi. Décidément une F1. Du coup, on s'est posé la question parce qu'on a eu tous les deux un gros coup de cœur pour cette île et on s'est dit mais pourquoi Carrément. pas? Peut-être plus tard, mais pas pour le moment parce qu'on a encore pas mal d'ambitions et d'objectifs et puis on aime quand même beaucoup la France. Donc puis il y a aussi toute la famille. Mais oui, pourquoi pas? Ou en tout cas partir pendant pas mal de temps. Ok. Et c'est intéressant, tu parles d'ambition et d'objectifs. À quoi tu fais référence? Là, j'ai commencé un DU de préparation mentale. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Ça m'intéressait déjà avant et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis en veille mon master de professeur, enfin des écoles, le master MEF. Ça reste dans un coin de ma tête pour être prof plus tard, mais pour le moment, je me dis, j'ai pas fait le choix de l'arrêt de ma carrière et j'ai pas envie de m'éloigner du sport. Donc c'est ce que je disais. J'ai eu une réunion avec l'INSEP parce que je suis en contrat avec l'INSEP encore pendant 1 an et bon, ils sont incroyables parce que ils me soutiennent énormément, que ce soit sur plein de plans particuliers et différents. Donc vraiment, et je leur disais que j'avais vraiment envie de rester de près ou de loin proche des sportifs et du sport en général et d'y contribuer. Donc je vais faire ce DU de prep mentale. Trop bien. Pour le coup, t'es vraiment bien placé pour parler de préparation mentale. Ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai envie de pouvoir aider d'autres sportifs ou pas que des sportifs d'ailleurs, mais j'ai envie d'aider des personnes qui en ont besoin et puis je pense que ça peut être un beau projet. Complètement. J'avais une dernière question que je voulais te poser, Tiffany. Comment tu vois ta vie aujourd'hui? Donc, j'ai bien compris que t'étais plutôt très positive et tu cultives énormément la gratitude et chapeau, franchement, chapeau bas. Mais comment comment tu comprends un petit peu l'épreuve que tu as vécue? Tu parlais d'acceptation tout à l'heure. Tu vois, j'aimerais savoir un petit peu quel est ton ressenti vis-à-vis de tout ça. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Est-ce que tu as trouvé un espèce de pourquoi? Tu vois, est-ce que tu as trouvé une raison ou est-ce qu'il y a encore de la colère? Comment tu ressens tout ça aujourd'hui? Mais en fait, j'ai jamais eu de colère, j'ai jamais été aigrie. Je me dis pas bon c'est fini, je regarderai plus jamais de short track ou de patin en général à la télé ou en même temps il y en a pas beaucoup à la télé mais sur les réseaux ou n'importe où. J'étais juste profondément triste, tu vois, triste de se dire je ressentirai jamais la vitesse de ce sport, je ressentirai plus jamais ce que ça peut te procurer en termes de sensations, que ce soit l'inclinaison dans les virages, les dépassements, le stress avant une course, la pression, le fait d'être fier parce que tu as réussi un dépassement. Bien sûr, je peux faire d'autres sports aujourd'hui, mais c'est différent. J'ai fait ça pendant 20 ans de ma vie. Donc ouais, énormément de tristesse et pour cet anniversaire de chute, aujourd'hui, je ressens encore beaucoup de tristesse et c'est peut-être encore un deuil à faire. Mais en tout cas, je continuerai toujours de suivre ce sport incroyable. Puis, j'attends avec impatience parce que on m'a pas donné l'autorisation de remettre les patins. Mais j'attends avec impatience l'hiver, même si j'aime pas le froid et je préfère largement l'été. Là, pour le coup, j'attends l'hiver avec impatience pour aller sur un lac gelé avec mes patins. T'as vraiment peur de rien, toi. C'est pas possible. C'est incroyable. Non, mais je pense que ça va être bien. Ça va donner. Peut-être, en fait, j'aurais voulu qu'on me dise, ok, tu peux remettre tes patins pour dire peut-être, ça va être un peu dur, mais de dire peut-être adieu à ton sport
en tant que sportive de haut niveau. Je dis pas que je serais montée sur la glace et que je serais partie à 50 km/h. Loin de là. Je suis peut-être un peu peut-être brûlée, mais pas à ce point. Mais j'aurais voulu remettre les patins et puis dire adieu un peu à ces sensations, ou en tout cas à la glace de Font-Romeu, là où j'ai passé tant de temps à m'entraîner. Et si aujourd'hui on te disait, ok Tiffany, on est dans un truc un petit peu, c'est imaginaire, mais c'est ok, tu peux reprendre ce sport, est-ce que tu le ferais? Ben justement, tu vois, je pense que t'es la première à me poser la question, et je pense que là pour le coup, j'irais parce que c'est une passion et parce que ça l'a toujours été. Mais je me dis peut-être qu'on m'a dit non déjà une fois et que je sais pas, c'était peut-être écrit ou j'en sais rien. Ça a été très dur de l'accepter. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me dis, il faut tourner cette page et puis se dire que c'est comme ça. Ouais, carrément. Merci Tiffany, c'était waouh, hyper. J'ai dit beaucoup waouh dans cet épisode, j'ai l'impression. Mais c'était c'est hyper touchant, c'est bouleversant aussi. Enfin, je pense que tout le monde te fait ce genre de retour, mais c'est une histoire extraordinaire. Enfin, même s'il y a beaucoup de douleurs, etc., de souffrance, c'est une histoire extraordinaire, clairement. J'ai encore 3 petites questions pour toi qui sont 3 questions rituelles que l'on pose dans le podcast des locomotives. La première question, tu nous as déjà un petit peu spoilé la réponse puisque c'était quel était ton rêve de petite fille? Donc du coup, oui, professeur des écoles. Ouais. Est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie? Croire en soi, fort. Et t'as dit quelque chose d'autre aussi que je voulais me noter, tiens, ça m'a... Mince, tu vas peut-être retrouver la phrase pour moi, mais ça m'a vachement marqué. T'as dit une phrase géniale. Enfin, t'as dit plein de phrases géniales, mais t'as dit cette phrase, tu as dit « c'est pas parce que les autres te le disent que c'est vrai », un truc comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé que cette phrase était hyper puissante aussi. Ouais, mais c'est vrai, ouais. Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Prendre les choses en main et croire en soi, encore une fois, très fort, pour se guider soi, mais aussi pour guider les autres. Complètement. Parfait. Eh bien écoute Tiffany, je te remercie infiniment et je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite et une très belle continuation. Merci à toi. Merci pour tout. Salut Tiffany. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.